des potentiels de cette Afrique qui bouge. Nous proposons également d'inscrire dans le contrat d'objectifs et de moyens de l'AFD un mandat de dialogue avec les entreprises privées et les bureaux d'études et de promotion de l'économie française autour de l'expertise. Il ne s'agit pas de relier l'aide, mais de faire en sorte que, notamment en matière d'expertise, l'AFD puisse travailler avec les entreprises pour définir secteurs et géographies où elles ont un avantage compétitif dans les domaines qui, par ailleurs, contribuent au développement. Nous pensons par ailleurs qu'il faut renforcer les exigences environnementales et sociales dans les appels d'offres financés par la COP française, coopération, afin de pouvoir éliminer au stade de la préqualification et de l'évaluation celles qui ne seraient pas conformes à ces exigences. Et nous pensons qu'au niveau international, il faut poser la question de la réciprocité avec les pays émergents qui, eux, pratiquent l'aide liée très souvent, comme vous le savez. En matière d'approvisionnement stratégique, nous demandons qu'un bilan des intérêts français en Afrique en matière d'hydrocarbures et de minéraux soit actualisé par le COMES et le SGDSN. Dans le même temps, la France doit tendre vers l'exemplarité en matière de transparence des industries extractives. Quatrième priorité, la stabilité et la sécurité du continent. Notre diagnostic nous conduit à être favorable au maintien de 8 points d'appui militaire en Afrique. Abidjan, Dakar, zone sahélienne, c'est-à-dire Mali, Niger, Burkina Faso, Libreville, N'Djamena, Bangui, Djibouti et l'île de la Réunion. Nous croyons que la volonté de ne plus figer les effectifs et d'avoir un dispositif souple et réactif est pertinente. Nous pensons qu'il faut dédier de façon visible 4 pôles à la coopération avec les 4 organisations régionales. À Libreville, avec la brigade centre de la CEAC. À Dakar, avec la brigade de l'Ouest de la CEDEAO. À La Réunion, avec la brigade sud de la CSADC. Et à Djibouti, face à l'IGAD. Il faut afficher clairement la volonté française de participer à l'architecture de sécurité africaine. C'est ce que nous appelons donner un sens africain à la présence militaire française. À cet égard, nous pensons qu'il faut renforcer les crédits de la DCSD et de développer les écoles nationales à vocation régionale, avec des financements croisés avec l'ensemble des ministères concernés et un recours croissant au financement européen. 5e priorité, les aspects plus politiques. Il nous faut maintenir un discours français sur la démocratie, mais pas simplement pour la forme. Nous proposons que ce discours soit centré non pas sur la procédure formelle d'élection, mais pour privilégier la notion de pluralisme et de contre-pouvoir. Pour ce faire, nous proposons notamment la constitution de fondations en faveur de la vigilance citoyenne, de contre-pouvoir, de médias, de parlements, de société civile, et entretenir un dialogue avec cette société civile à travers les ONG, les collectivités territoriales. Ce qui n'exclut nullement le dialogue évident d'État à État. 6e priorité, la coopération au développement. En dehors de la création du ministère de plein exercice, qui exerce la responsabilité des programmes 110 et 209, qui sont actuellement gérés l'un par Bercy, l'autre par le Quai d'Orsay, nous proposons de simplifier l'organisation de réseaux de coopération. Il nous faut poursuivre la réforme de 1998 et la mener à son terme, mettre fin à la double compétence des SCAC et des agences de l'AFD, et de réduire ainsi le coût de son réseau en s'appuyant principalement sur les agences de l'AFD sous l'autorité des ambassadeurs. Cela signifie poursuivre des transferts de compétences opérationnelles au profit de l'AFD, de façon à ce que les FSP, hors domaine strictement régalien comme la police et la justice, soient gérés par l'AFD. Voilà ce qui est pour ce qui est de l'organisation institutionnelle. S'agissant des financements, nous estimons qu'il faut redresser l'équilibre des contributions bilatérales et multilatérales de façon à retrouver un niveau d'intervention sous forme de subventions supérieur à 500 millions à la fin du triennum budgétaire. Parallèlement, nous ne pouvons qu'encourager le gouvernement à accroître la part de la taxe sur les transactions financières françaises affectée à la coopération, à achever le processus d'adoption de la TTF européenne et de poursuivre le travail de conviction pour l'adoption d'une TTF au niveau mondial. Pour ce qui est des prêts, qui représentent 80% de l'activité de l'AFD, nous plaidons fermement pour une augmentation de ses fonds propres, et mon collègue Perronnet s'y active,
et la suppression du plafond de ses effectifs. 7e priorité, promotion de l'expertise française. L'Afrique bénéficie aujourd'hui d'un afflux de capitaux privés et publics, si bien que le nerf de la guerre pour des bailleurs de fonds relativement modestes comme la France, c'est évidemment la diffusion à travers ces financements d'une expertise qui déploie en Afrique des normes, des habitudes et des valeurs qui peuvent nous lier aux pays africains et favoriser les échanges à la fois intellectuels et commerciaux. Or, dans ce domaine, nous avançons en ordre dispersé et il y a des sources de financement à peu près dans tous les ministères et presque autant d'opérateurs. Il y a donc matière de développement d'autres préconisations, notamment sur la nécessité de développer des coopérations triangulaires avec des pays émergents, démocratiques, comme l'Afrique du Sud, Brésil et Inde. 8e priorité, renforcement de la francophonie. Il n'y aura pas de dividende démographique automatique si nous ne formons pas des maîtres d'école dans les pays francophones. C'est pourquoi nous estimons qu'il faut absolument renforcer notre participation au partenariat mondial pour l'éducation, qu'il faut promouvoir des partenariats publics-privés en faveur du développement de systèmes de formation professionnelle en Afrique. Il y a une formidable demande en matière de formation professionnelle en Afrique. Nous avons un savoir-faire, nous avons des entreprises susceptibles d'être intéressées par des investissements dans des unités de production en Afrique. Des projets très intéressants ont été implantés au Maroc, en Tunisie. Nous pensons également que la promotion de la francophonie passe par la création, alors nous allons en contre-courant, je le sais, mais d'une université francophone pilote, à l'image de celle qui a été de Paris-Sorbonne à Abu Dhabi. Eh bien, nous pensons que ce serait très bien d'en créer une à Dakar. 9e priorité, l'immigration. J'ai presque terminé, monsieur le modérateur. Très bien, il vous reste 10 secondes. 9e priorité, immigration. Ces 10 dernières années, il y a une incohérence entre notre politique d'influence qui visait à former et à tisser des liens forts avec les élites africaines et notre politique migratoire qui a détourné de la France non seulement des étudiants, mais également des artistes, des hommes d'affaires, des amoureux de la France. Nous proposons d'assouplir le code de l'entrée et du séjour des étrangers de façon à instaurer des visas pluriannuels calqués sur la durée des études, à permettre l'exercice d'une première expérience professionnelle pour les étrangers juste diplômés d'un établissement d'enseignement supérieur français, et enfin, on peut faire un peu de provocation, puisque nous, parlementaires, on est libres, d'accorder un visa illimité aux étudiants ayant obtenu un doctorat en France. Ces réformes doivent être accompagnées d'une redynamisation de la politique d'accueil des personnalités d'avenir, de la gestion du réseau des anciens élèves des lycées français à l'étranger. Voilà ce qui est pour l'accueil des élites africaines en France, dont une majeure partie retournera dans une Afrique qui offre aujourd'hui de nombreuses opportunités pour les plus qualifiés d'entre elles. S'agissant de l'immigration économique, ou de celle en provenance de zones désertées par le développement, ou soumises à des régimes dictatoriaux, très autoritaires. Chacun est bien conscient qu'il n'y a pas de solution à court terme. La Méditerranée n'a jamais été une frontière. Elle ne sera pas plus demain qu'hier. La solution, évidemment, en termes historiques, c'est le développement harmonieux de l'Afrique. En attendant, nous estimons qu'il faut entretenir le dialogue avec le pays d'origine sur les questions migratoires, sans tabou. Il faut pouvoir parler aux autorités africaines des besoins réciproques de chaque pays, de la question des filières clandestines, de celle de la fraude documentaire. Ce n'est pas en ignorant ces questions que nous allons les résoudre. Il convient par ailleurs de relancer la politique de développement solidaire qui prenait appui sur les diasporas présentes en France. Cette politique a été quelque peu discréditée par le lien qui avait été fait avec l'immigration clandestine, mais il y a pourtant là une piste à creuser. Vous savez qu'aujourd'hui, les transferts financiers des diasporas de l'Europe vers l'Afrique sont supérieurs à l'aide publique au développement. Dernier point, cher modérateur, c'est de définir une stratégie africaine de la France dans les instances multilatérales et européennes. Il nous faut convaincre nos partenaires européens qu'il y a là un axe stratégique majeur pour les décennies à venir. Les transferts économiques que nous avons opérés vers les pays de l'Est sont aujourd'hui sans commune mesure avec ceux que nous consacrons à la rive sud de la Méditerranée. Il y a là un rééquilibrage à opérer qui exigera
un travail de conviction. L'opération Serval y a contribué, mais il faut poursuivre. De même, nous n'avons pas de stratégie française globale dans les instances multilatérales, ce qui nous empêche évidemment d'avoir une stratégie concertée suffisante sur les questions africaines. Là encore, il y a un travail de coordination à renforcer si nous voulons que nos contributions financières dans ces organismes poursuivent bien les objectifs cohérents avec nos priorités. Nous ne prenons pas, avec les collègues de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense nationale et des Forces armées, de révolution. Nous avons bien conscience que l'Afrique n'est qu'une partie du monde, qu'elle ne représente pour l'instant que 2% du commerce international et que demain ce sera peut-être 4 ou 5. Nous savons bien qu'il y a l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine, mais une Afrique de 2 milliards d'habitants à 14 km du sud de l'Europe, avec autant d'opportunités et de risques, devrait être une préoccupation centrale de la France et de l'Europe. Et puis, chers amis, j'en terminerai là-dessus. Évidemment, même si je sais que ce n'est pas bien de le dire, nous aimons l'Afrique. Nicolas Bénin, bonjour. Bonjour Roger. Voilà, donc nous venons de sortir de cette conférence de presse que vous avez posé votre question concernant l'Afrique et les francs également. Bon, la réponse a été lapidaire et aussi ça gênait un peu les intervenants. Que pensez-vous de cette conférence? D'abord, on va toujours dire c'est toujours un mérite de sortir un rapport. Vous savez, les rapports sortent, ils s'accumulent. Mais je dis c'est un mérite de sortir ce rapport et j'encourage d'ailleurs. Pourquoi? Parce que il est diligenté par le sénateur Jean-Marie Bockel, dont on sait qu'il a été secrétaire d'État à la coopération. Et quand il était secrétaire d'État, il avait fait un discours qui lui a valu sa place en disant « Je rêve d'être le ministre qui va enterrer la France-Afrique », et on a bien vu la suite. Deuxième chose, aujourd'hui, c'est le titre du rapport assez évocateur, l'Afrique est notre avenir. Nous sommes à l'AFD. L'avenir pour la France. Oui, bien évidemment, voilà. Bien évidemment. L'avenir de la France, c'est de savoir dans quel sens l'Afrique serait l'avenir de la France, quand on sait que depuis 50 ans, l'Afrique francophone est déjà sous-jacente monétairement à la France. Est-ce qu'il y a un nouvel avenir, c'est-à-dire un nouvel élan qui est aujourd'hui reconnu? Ça, on peut le dire. Deuxième chose, c'est que ce rapport arrive quelques jours, 15-20 jours avant le sommet de la sécurité organisé par le président Hollande de la France, où il y a une quarantaine de chefs d'État africains qui vont arriver. Le rapport, vraiment, il arrive à brûle pour point. Est-ce une coïncidence? Je ne sais pas. Quel va être l'impact de ce rapport qui a un certain nombre de propositions dites majeures dans l'organisation structurelle du sommet? Ça, on n'en sait rien. Est-ce que ce rapport va faire l'objet d'une commission parlementaire pour qu'elle fasse débat au niveau des deux chambres, la première l'Assemblée, la seconde le Sénat, et que de ce rapport sorte un texte de loi? Ça, c'est encore autre chose. Quelle va être l'influence réelle de ce rapport dans la relation intime qui existe entre la France et les pays africains? Je ne sais pas. Toujours est-il que le mérite revient à Jean-Marie Bockel, dont on connaît le franc-parler sur les relations entre la France et l'Afrique. Et quand on a dit ça, on se dit, est-ce qu'il faut s'arrêter là? Oui, il faut s'arrêter là pour une raison simple, c'est qu'on a vu, c'est un confrère de Public Sénat qui anime ce débat. Va-t-il lui-même soulever cette question en Public Sénat? Je ne pense pas. Parce que dès qu'on ouvre la boîte de Pandore, on va loin. On peut dire... Pourquoi est-ce que je dis que c'est un bienfait ce rapport? Parce qu'il soulève une problématique qui est centrale. Donc, est-ce que pour la première fois, on rend officiel un certain nombre de choses? Donc, on décomplexe. Quand on l'a décomplexé, il faut border. Parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que beaucoup d'Africains et même de Français ne comprennent pas réellement je veux dire que la relation entre les pays africains francophones et la France, parce que ceux qui savent de cette relation, c'est la misère, il faut apporter de l'aide, il n'y a rien, c'est la succession des coups d'État. C'est ce que nous avons remarqué à travers ces discours d'aujourd'hui. Que disent les médias, notamment français, qui parfois ont une orientation béavérise, c'est il n'y a rien, il n'y a rien là-bas, il faut tout apporter, ils crèvent de faim, c'est quoi? C'est la dictature et tout. Et voilà qu'un rapport sort, on dit attention, il n'y a pas que ça. Oui, comment est-ce qu'on va inverser la tendance au niveau des médias? Et comment les médias vont-ils reconnaître, fussent-ils d'État, que leur analyse était, on ne peut plus biaisée? On comprend
qu'il faut arrêter le prisme d'analyse depuis Paris et aller sur le terrain. Alors, vous l'avez posé cette question d'ailleurs. Que pensez-vous de cette agence française de développement quand on est ici? Est-ce qu'on ne peut pas aller à l'encontre de la France en tenant un autre discours? Je ne pense pas. Pour une raison simple, c'est un formidable instrument pour la France, l'AFD, au même titre que la souveraineté monétaire qu'elle assure. L'Afrique, ce sont des souverainetés, ce sont des outils stratégiques. Hein. On ne peut pas accuser un pays comme la France d'avoir mis en place l'AFD. Ils ont mis en place une stratégie d'acquisition des parts de marché. La France a besoin de reconquérir les parts de marché qu'elle a perdues grâce aux nouveaux intrants en Afrique qui sont l'Inde, la Chine et le Brésil. La diplomatie française est en pleine mutation, c'est-à-dire elle est offensive aussi sur le plan économique parce qu'elle se dit mais c'est pas possible. Les Chinois sont arrivés, mais les Chinois sont là depuis une trentaine, plus de 40 ans. L'Inde et le Brésil arrivent, les Sud-Africains arrivent, les BRICS arrivent et on voit les BRICS prendre des parts de marché et les BRICS sont allés plus loin, c'est-à-dire ils décident de créer une espèce de banque mondiale africaine, ce que voulait déjà faire la Libye à l'époque, ça volait en éclats. Mais donc la France comprend qu'elle est au carrefour et que si elle ne saisit pas, la fenêtre de tir, mais elle reste sur le carreau par rapport aux pays africains parce que les BRICS n'entendent pas laisser les parts de marché continuer à grandir au niveau par rapport à la France. Non, la France est en pleine reconquête, en pleine restructuration de la conquête, cette fois-ci pas politique, mais économique. Et ça, on regrette une chose, c'est que la première conquête a été une conquête politique en disant liberté, égalité, très bien, sauf que il faut construire. Quand il faut construire, on vous parle de liberté aussi. C'est pas que ce soit antinomique, c'est un peu compliqué. Alors la question se situe à ce niveau, à savoir, les Chinois sont là, ils ont apporté leur valeur ajoutée, on voit les travaux. Quand on regarde le Congo-Brazzaville, le président John Siping arrive au Congo. Il y a le tollé en France, on dit pourquoi elle est là, et on déroule les tapis rouges quand le président chinois arrive à Paris. Que pensez-vous de tout cela? Mais une fois de plus, ça c'est, comme on dit, vous savez, le temps de la guerre froide existe encore pour un certain nombre, et puis ça c'est la bataille de la communication. Celui qui gagne la bataille de la communication est premier. Or, aujourd'hui, c'est très difficile de gagner cette bataille de la communication ou de l'instrumentalisation. C'est Philippe Séguin qui parlait toujours de lobotomisation. Et ça, c'est très important. Il fut un moment où on ne voulait pas voir la réalité, on dit non, ils n'ont rien. Mais ils ne tombent pas des nues par rapport à la Chine. Mais la plus grande zone, l'une des plus grandes zones comment on appelle ça, franche en France a été signée par le président Hu Jintao. Ça veut dire que les Chinois vont fabriquer en France et entrer dans la pénétration du marché, la stratégie de pénétrer un marché. Et les Chinois, ils sont là. On peut, que l'on veuille ou pas, on a vu le nouveau président chinois, comme vous le dites si bien, la première visite accordée, c'est vers les pays africains parce qu'ils savent qu'il y a une véritable valeur ajoutée, il y a les matières premières et leur question elle est économique. Ils posent la question de développement économique et non la question de souveraineté politique parce qu'il ne faut pas inverser les choses. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut faire une bonne politique si on n'a pas de souveraineté économique, c'est quasiment impossible. Non, les Chinois, la question des Chinois, et puis ils sont plus d'1 milliard. Il faut nourrir tout ce monde-là, il faut avoir un certain nombre de matières premières pour accompagner leur économie qui a un taux de croissance qui caracole aux 2 chiffres. Alors ils vont chercher d'une façon assez froide d'ailleurs là où il y a les richesses. Et quand on regarde le développement de ce que les Chinois font en Afrique, mais que l'on critique ou pas, le problème il est la vieille femme qui est dans le Kioulou, machin, peut partir de Pointe-Noire, de machin, pour aller vendre son manioc à Brazza, traverser le fleuve, revenir, d'Olisie, et d'Olisie, aller jusqu'à Pointe-Noire. Tout à fait. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le développement. Et quand on voit la politique c'est très intéressant de voir les grands axes, Zinsou l'a dit, mais c'est quoi? C'est quand la présidente de la Commission de l'Union africaine arrive aux affaires, elle axe son programme sur celui de Donald Kaberuka. C'est quoi? C'est le développement par les infrastructures. C'est développer les infrastructures pour développer l'économie et booster les économies. Donc, à partir du moment où ces 2 institutions sont en phase, la question qui se pose, c'est la question du financement et non du débat, puisque les plans de financement sont là. Deuxième mesure que les chefs d'État africains ont prise au niveau de l'Union africaine, c'est la matérialisation, en 2017 au plus tard, des frontières, parce que le problème aussi se posait. Si on a la porosité
porosité des frontières, on a du mal. Les fluctuations économiques échappent au niveau pays. Donc, cet ensemble de mesures qui sont prises nous amène à dire, oui, il faut que les rapports aillent de plus en plus loin parce que les diasporas sont prêtes. Les diasporas sont prêtes, pas uniquement au CEDEAO, mais au fait. Oui, alors on a remarqué dernièrement, le ministre de la coopération ici en France est allé au Kenya pour faire la prospection, rencontrer des grandes entreprises. Ça nous a étonnés. On quitte la zone franc pour aller à la zone anglophone, et faire en fait du pied aux investisseurs anglophones. Ils veulent pénétrer ce marché. Mais Nicolas Sarkozy a défini la stratégie du triangle, qui est l'Angola, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Point barre. Ça a été défini par Sarkozy dans sa stratégie de conquête économique et de faire venir à la fois les investisseurs et de rentrer du fric, parce que la crise, elle est là. Elle est là, il faut aller chercher les investisseurs où ils sont, il faut aller chercher les moyens où ils sont. Donc ça ne me surprend pas. Deuxième révolution qu'il y a eu sur Sarkozy, c'est la mutation de la diplomatie. Être offensif, pas uniquement sur le plan politique, parce qu'ils ont atteint le paroxysme, mais sur le plan économique. On veut avoir les informations sur comment ils dorment, ce qu'ils mangent, ce dont ils ont envie, pour qu'on pénètre le marché. Donc la question du marché s'est posée dans cette diplomatie, et le président Hollande a renforcé, dans sa dernière rencontre avec les ambassadeurs, il a renforcé cet axe-là offensif sur la diplomatie économique. Alors, ma dernière question serait au niveau du Quai d'Orsay. On parle du Quai d'Orsay, et Bockel a fait allusion au Quai d'Orsay, a fait allusion également à Bercy, les grands paquebots. Tout à fait, les grands paquebots. Oui, mais ces deux-là sont le pourvoyeur de Franc-Afrique. Comment faire pour couper le cordon? D'abord, la façon de couper le cordon, c'est que nous, journalistes, on casse un peu cette histoire de Franc-Afrique et que l'on aborde le sujet différemment, c'est-à-dire sur économie, on nous a amené sur le prisme de l'analyse politique pendant longtemps, et ça a baigné dans toutes les rédactions, en oubliant ce qui faisait provoquer la croissance, c'est l'économie. Parce que si on discute des agrégats économiques, alors on a les vraies choses en face et on peut interpeller les politiques sur la question économique et non sur la question purement politique. Merci Nicolas Bénin pour e-Magazine, bien entendu, et Roger Bongos pour Afrique d'Action. Merci à vous. Merci mille fois, merci à vous téléspectateurs. Me dit-on, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Afrique d'Action. À ciao. Merci. Merci à vous.